Bonjour à tous, je suis très heureux d'ouvrir avec vous le garage de Watch TV, l'émission de tous les moteurs que je présenterai en compagnie de Driss qui est aujourd'hui à l'OEAC. Bonjour Driss. Salut Alexandre, comment ça va? Écoute, ça va très bien, je suis ravi d'être avec vous. Driss, toi tu vas nous parler de Ford et de la Fiesta avec un invité, Fabrice Devanlay. Exactement, oui. On va vous parler de la Ford Fiesta, donc avec Fabrice qui est ici, qui nous fait plaisir d'inaugurer la première. Merci Bonjour à Fabrice. Alors on se retrouve tout à l'heure. Maintenant je vous propose de passer tout de suite au sommaire. Dans le garage cette semaine, Lamborghini qui fête ses 50 ans en grande pompe et qui se fait un joli cadeau. En Italie, toujours Alfa Romeo qui se lance dans la disco. Et de 15, Renault qui pour la 15e fois obtient 5 étoiles à un crash test. La concurrence est rude. Et puis direction le Colorado avec un détour par le Mont Ventoux. Et Peugeot qui veut reconquérir le titre sur la course de côte la plus célèbre au monde. Ensuite direction la Bretagne avec Driss et Fabrice Devanlay, Ford France. Avant de passer à l'essai de la semaine, la Kia Procide. Pour enchaîner enfin avec Pierre-Dimitri Gorcotti de chez Uber, l'homme qui a ringardisé les taxis. Et tout de suite, on passe à l'actu de la semaine. Allez, direction Sant'Agata, le siège de Lamborghini en Italie. Alors là, on a assisté carrément à un tour d'Italie de supercar, puisque Lamborghini s'est offert cette petite folie pour son 50e anniversaire. C'était début mai, avec pas moins de 350 Lamborghini venus de tous les pays et de toutes les époques. Alors pendant 5 étapes, de Milan jusqu'à Sant'Agata, les participants venus donc de 29 pays ont sillonné les routes d'Italie dans un cortège qui sentait bon l'octane et les belles mécaniques. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que le plus jeune de ces gentlemen était un Koweïtien de 24 ans, le doyen un Français de 75, comme quoi il n'y a pas vraiment d'âge pour apprécier les belles choses. Et donc une fois arrivé à Sant'Agata, si je m'abuse, la fête n'était pas terminée parce que Lamborghini s'est réservé le meilleur pour la fin, non? Oui, et surtout pour elle-même, parce que comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, la marque s'est offert son propre cadeau. Egoista, c'est le nom de cet oiseau des routes que lui a dessiné son designer en chef, Walter da Silva. Un oiseau inspiré par les chasseurs supersoniques, un engin motorisé par un V10 de 600 chevaux, mais qui n'est malheureusement pas destiné à être commercialisé. Tant pis pour vous. Voilà, on reste en Italie avec la disco volante. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. C'est presque un vrai tour de passe-passe auquel s'est livré Alfa Romeo, présenté au dernier salon de Genève comme un prototype du carrossier italien Touring Superleggera. La disco volante avait alors marqué les esprits, fait sensation. Eh bien, cet hommage à l'Alfa mythique de 1952 aurait pu en rester là, mais c'était sans compter sur ce prix du public reçu au concours d'élégance de la Villa d'Este et qui a carrément changé son destin, puisque le logo Alfa Romeo est maintenant autorisé officiellement à trôner sur sa calandre et la voiture sera donc commercialisée. Parce qu'on peut vraiment l'acheter? Alors, toi non, moi non plus. En fait, pour pouvoir l'acheter, il y a une condition qui est déjà importante. Il faut posséder une Alpha 8C. Ça fait déjà pas beaucoup de monde, hein. Il y en a eu 500. Après ça, il faut signer un programme de transformation et il faut être patient, mais alors vraiment très patient, parce qu'il faut 4000 heures de travail aux artisans de Touring Superleggera pour faire une 8C, enfin pour faire d'une 8C une disco volante, qui sera donc très exclusive, et 3 clients auraient déjà signé. Et de 15 pour Renault. Le Captur, oui, c'est en effet le 15e véhicule de la marque à obtenir la note maximale de 5 étoiles au crash test Euro NCAP, avec une note de 85% en protection adulte. Alors, mais à ce petit jeu, il y a Chevrolet et son Trax, qui est un véhicule directement concurrent du Captur, qui fait mieux, avec 94%, carrément 10 points de mieux presque, hein. C'est pareil sur tous les domaines de protection, la protection des enfants, le choc piéton, où le Trax, là encore, est nettement devant le Captur. Il n'y a que sur les dispositifs d'assistance à la sécurité que les deux constructeurs font jeu égal avec 85%. Mais toutes les voitures ont 5 étoiles aujourd'hui, non? Alors oui, on pourrait le croire, hein, mais c'est pas vraiment le cas. On vient déjà de voir que toutes les 5 étoiles ne se valent pas, hein, n'ont pas la même valeur. Mais alors si on veut rester chez Renault, on peut citer la Dacia Sandero, qui n'a que 4 étoiles, ou alors plus curieusement le Mercedes Citan, qui est en fait un Kangoo badgé, un Renault Kangoo utilitaire, qui lui n'en a obtenu que 3. Donc on peut peut-être éviter d'avoir des accidents, c'est ce qu'il y a de mieux. Et on peut peut-être aussi demander à Fabrice Devanlay combien d'étoiles pour la Fiesta. Fabrice?
5 évidemment, puisque c'est une voiture qui est récente, qui date de 2008 et que nous avons crash testé plusieurs fois, même après le restylage. Avec les nouvelles normes Euro NCAP, nous avons 5 étoiles. Eh ben c'est bien. On va passer à Peugeot avec une fusée chez Peugeot et Sébastien Loeb qui en est le pilote. Alors attends, c'est quoi cette histoire de fusée avec Sébastien Loeb? Explique-moi un petit peu ça. Bah ouais, si c'est pas vraiment une fusée, ça y ressemble. Hein. 875 chevaux, 875 kilos. C'est le rapport poids-puissance de la 208 T16 que Peugeot a préparé spécialement pour la course de côte de Pikes Peak dans le Colorado. 20 km de course en arrivant au sommet à près de 5000 mètres. La course de côte la plus célèbre du monde. Et pour Peugeot, c'est pas vraiment une première puisque la marque a déjà couru plusieurs fois Pikes Peak. En 87, la 205 T16 arrive à Tannen. Ils n'avaient pas gagné alors pour se faire la main, si on peut dire. La victoire leur avait échappé. Ensuite, 2 fois avec une 405 Turbo 16. Et alors là, victoire au bout, hein, avec Vatanen en 88 toujours, Robbie Unser ensuite. Alors maintenant, Sébastien Loeb apprend à domestiquer son monstre. Il en a pris le volant pour la première fois il y a quelques jours. Il confie ses premières impressions. Écoute, premières impressions, c'est impressionnant comme voiture. C'est très puissant, il y a beaucoup d'appui aéro, ça accélère très fort, ça freine très fort, ça a beaucoup de grippe en virage. On a commencé en début de journée à dégrossir un petit peu. On a eu des petits soucis de passage de rapport, etc. Et en fin de journée, enfin à partir de l'après-midi, on a commencé à rouler un petit peu plus. Et c'est vrai que ça demande presque plus de temps pour moi de me familiariser à la voiture que pour l'instant d'ajuster le setup au millimètre. Alors la course c'est carrément ouverte à presque tout ce qui roule. Hein. Camion, moto, buggy, voiture bien sûr. Il n'y a pas moins de 21 catégories possibles. Mais si on veut gagner ce qui Peugeot, quelle voiture est-ce qu'il faut aligner? Alors pour ça, je vous propose que Sébastien Loeb réponde à la question. Effectivement, je pense à Pikes Peak qu'il faut beaucoup de puissance parce qu'on en perd beaucoup avec l'altitude. Ça va de 2008 à 4000 mètres environ, donc c'est très haut. Ensuite, il faut de l'appui aéro pour coller la voiture au sol. Vu que c'est autorisé, autant le prendre. Donc ça, vu la lame avant et l'aileron, on en a. Après, je pense que le troisième point important là-bas, c'est d'avoir une voiture utilisable et facile. Alors voilà, après ses premiers roulages, Peugeot a démonté la 208 et l'a remontée dans sa livrée définitive au pied du Mont Ventoux, où Sébastien Loeb, là encore, a procédé à une répétition presque grandeur nature sur cette route, hein, sur laquelle on est plus habitué à voir les coureurs du Tour de France. On va vous laisser découvrir ces images. Le prochain rendez-vous, c'est le 30 juin pour la course, la vraie, et un record à battre, 9 minutes et 46 secondes et des poussières. Détenu l'an dernier par un Américain, Rice Millen, qui a de fortes chances d'être battu parce qu'il pleuvait à l'époque. On va souhaiter bonne chance à Sébastien Loeb et à Peugeot dans cette aventure. Ouais. Voilà, on va retourner à Loéac, où nous attend Driss et Fabrice Devanlay. Alors, rebonjour Fabrice, dites-moi, Ford a déjà aligné une Fiesta à Pikes Peak, hein, si je me trompe. Oui, on a déjà eu une Fiesta Rallycross qui a été engagée à Pikes Peak il y a 3 ou 4 ans, avec Marcus Gronholm, mais c'était un prototype qui était issu d'un véhicule de départ prévu pour le Rallycross et qui était engagé dans le championnat européen. D'accord, est-ce qu'il y en aura une cette année ? Non, il ne semble pas, parce que nous sommes engagés dans le Rallycross et dans les X Games, et il n'y aura pas de participation Ford officielle à Pikes Peak. J'ai une petite colle pour vous. Est-ce que vous savez quel Ford a déjà gagné à Pikes Peak ? Alors là, je suis bien incapable de vous dire, parce que je ne suis pas un expert de cette course. Alors, c'était en 2004, un prototype, enfin un groupe B plus exactement, un RS200, un groupe B des années 80 qui, presque 30 ans après, a même battu un record et gagné la course. Fabrice, la santé de Ford hein, sur le marché français, est-ce qu'on peut faire un petit point sur la marque avant de passer à la Fiesta ? Ford en France souffre comme tous les constructeurs du marché européen, parce que le marché européen est contrit. Il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de personnes qui ont reporté leurs achats. Et tous les constructeurs pour maintenir une part de marché ou un volume satisfaisant.
Et le but de cela, c'est surtout d'assurer la pérennité des réseaux de distribution qui doivent rester en bonne santé financière lorsque le marché redeviendra au niveau où il était il y a quelques années. D'accord. Est-ce que, comme Carlos Ghosn, vous voyez encore un marché morose pendant 3-4 ans, ou est-ce que vous êtes un peu plus optimiste et vous avez des objectifs, on va dire, moins pessimistes, justement? Alors, on anticipe chez Ford un retour à la croissance à partir de 2015, principalement porté par le segment des SUV, qui aujourd'hui est un des rares segments qui est en croissance, et sur lequel nous avons monté notre Ford, avec un petit SUV qui est l'EcoSport et avec un gros SUV qui est le Edge. Oui, on va en parler tout à l'heure, de l'EcoSport. La Fiesta, pour le coup, c'est une voiture qui se porte plutôt bien, elle, non? La Fiesta, c'est une voiture qui se porte très bien parce que c'est la citadine la plus vendue dans le monde. On en vend un peu plus de 700, quasiment 700 000 par an. Donc, c'est un véritable succès. Une toutes les 2 minutes, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Pardon? Une toutes les 2 minutes, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est à peu près ça, oui. On peut même avoir des pics avec une voiture toutes les minutes et demie en fonction des mois qui sont plus ou moins forts. D'accord. Alors, la Fiesta ST, c'est la déclinaison sportive de la Fiesta. On dit même, on voit dans la presse, on lit que c'est la plus sportive des GTI. Alors, moi, je me demande s'il n'y a pas un petit paradoxe, parce que Ford développe depuis des années aujourd'hui une image de sécurité. Là, vous la présentez sur un circuit de rallycross. Alors, expliquez-nous un petit peu ça. C'est quoi l'idée derrière tout ça? D'abord, il n'y a pas de décalage. Ford fait des voitures de sport depuis des années. Il y a déjà eu une version précédente de la Fiesta ST. Il y avait avant des Fiesta XR2, XR2i, XR2 Turbo. Donc il y a une légitimité de la marque à venir avec une petite citadine survoltée. Et c'est exactement ce que nous présentons aujourd'hui avec donc la deuxième génération de Fiesta ST qui rejoint le clan des petites citadines façon GTI. Et alors il y a un hasard de calendrier, mais on arrive sur le marché au même moment que nos collègues de chez Renault avec la Clio RS et Peugeot avec la 208 GTI. Est-ce que c'est vraiment un hasard, ça? Je sais pas. Bon, alors dans la Fiesta ST, on a quoi comme moteur? On a un 1,6 litre, hein, c'est ça? Il fait 200 chevaux? Alors, pas tout à fait. On a repris dans la bande d'organes le 1,6 litre turbo qui développe 182 chevaux, mais comme la concurrence était à 200 chevaux, soit le cas pour la Clio et la 208, on a sorti un artifice électronique qui s'appelle l'Overboost, qui nous permet temporairement d'augmenter la pression du turbo et d'atteindre 200 chevaux et d'augmenter également le couple. Donc on a des niveaux de performance qui sont rigoureusement équivalents. D'accord. Driss, c'est comment sur circuit la Fiesta ST? Écoute, c'est très agréable. C'est une petite voiture plutôt joueuse, pardon. Le moteur est bien réactif. Les accélérations ça pousse. Ce qu'on apprécie particulièrement, vous verrez sur les images, c'est le châssis également, qui est d'autant plus qu'ici on peut profiter d'ateliers. Donc on a des ateliers de freinage, on a des ateliers de drift. On a aussi pu jouer sur le slalom. Donc, Okay, merci Driss. Bon, je vais me tourner vers Fabrice à nouveau. On va parler un peu de la sécurité. Dans la Fiesta ST, est-ce qu'on a les mêmes systèmes que dans la Fiesta normale, et notamment un système qui s'appelle Mikey? Alors oui, effectivement, c'est le contrôle parental automobile, et la Fiesta ST, c'est probablement la voiture qui en a le plus besoin. Donc on a effectivement le système Mikey disponible de série sur la Fiesta ST. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que fait Mikey pour les enfants, pour prêter sa voiture? Quelles sont un peu les spécificités du système? En fait, c'est très très simple. Pour le propriétaire d'une Fiesta ST, vous avez deux clés. Une clé qui est paramétrable et que vous pouvez utiliser pour la prêter à votre jeune permis du foyer. Et cette clé, vous pouvez paramétrer un certain nombre de critères, comme le fait d'interdire de désactiver les aides à la conduite, de limiter la vitesse maximum que pourra atteindre le véhicule, ou bien de limiter le volume de l'autoradio. Et puis il y a des choses qui ne se paramètrent pas, mais qui sont obligatoires. Vous ne pouvez pas écouter la radio en n'ayant pas bouclé la ceinture de sécurité. Vous avez un voyant d'alerte de niveau bas du carburant qui est légèrement anticipé. Ce qui est source de distraction du conducteur, qui est supprimé ou réduit et augmenté dans le but d'augmenter la sécurité au volant et de faciliter la concentration du jeune permis. Et ce système étant évolutif, vous pouvez modifier les paramètres au fur et à mesure de l'expérience acquise par le jeune
permis. D'accord, il y a un autre système, je crois, qui est un petit peu du même acabit, qui s'appelle Sync. Alors, bon, c'est pas de la sécurité à proprement parler, mais enfin, ça permet quand même de garder les mains sur le volant. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, si, c'est de la sécurité, parce que ça permet de commander vocalement son téléphone et sa musique. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de toucher aucun bouton du tableau de bord. Il suffit de dire à la voiture ce que l'on a envie d'entendre ou la personne que l'on a envie d'appeler, et ça se fait automatiquement. Et donc, c'est un vrai élément de sécurité, parce que ça participe incontestablement au fait que vous restez concentré et que vous avez toujours les deux mains sur le volant, puisque vous ne manipulez plus rien d'autre. D'accord, alors donc Ford travaille beaucoup sur la sécurité, travaille aussi beaucoup sur l'avenir. Moi j'ai vu des images d'une Fiesta avec marqué dessus e-wheel drive. Qu'est-ce que c'est? Ouais. C'est destiné à être commercialisé un jour? C'est pour bientôt? C'est quoi? Expliquez-nous ça. Alors, ça, c'est un démonstrateur et qui appelle une commercialisation future. C'est une extension des véhicules électriques. Les véhicules électriques aujourd'hui souffrent d'un problème qui est de positionner le moteur électrique là où auparavant il y avait un moteur thermique et puis de mettre des batteries là où vous avez de la place. Et avec le système e-wheel drive, on a mis des moteurs électriques dans les roues arrière. D'accord, on voit ça à Ce qui l'image, offre ouais. énormément de flexibilité. D'abord parce que vous supprimez le moteur sous le capot moteur, donc vous pouvez mettre un coffre supplémentaire, mais vous pouvez même envisager de changer la forme d'une voiture, parce que si vous n'avez plus besoin de mettre un moteur, puisque le moteur est dans les roues, vous pouvez changer complètement la forme de la voiture, en réduire sa taille, la rendre plus compacte, tout en conservant son habitabilité. Donc en gros, ça veut dire ça permet... ouais, on peut imaginer une Fiesta qui fait 3 mètres de long au lieu de 4 avec autant de place dedans, quoi. Oui, et en plus, vous pouvez braquer les roues à 90 degrés et vous garer perpendiculairement au trottoir. Ah, ça, c'est le rêve de beaucoup de gens, je crois. C'est exactement ça. Alors, le plan produit de Ford pour les mois qui viennent, j'ai entendu parler d'EcoSport, je pense on va finir avec ça. EcoSport, c'est quoi, Fabrice? EcoSport, c'est un petit SUV, c'est l'équivalent d'un Captur chez Renault, d'un 2008 chez Peugeot, d'un Trax ou d'un Juke. Donc, c'est un SUV urbain qui fait un peu plus de 4 mètres de long et qui va arriver sur le marché européen d'ici la fin de l'année. C'est un véhicule qui existe chez Ford depuis une dizaine d'années et qui est un best-seller en Amérique du Sud. On en a vendu plus de 700 000. Je crois qu'il a été en tête des ventes du Brésil pendant 5 années de suite. Et nous avions ce SUV dans la gamme. Et dans le cadre de la mondialisation et du programme One Ford, nous avons saisi l'opportunité de le commercialiser également en Europe. Donc, il arrivera d'ici la fin de l'année. Alors moi, il y a une chose que j'ai pas bien compris, c'est que ce véhicule a été présenté sur un salon qui a rien à voir avec l'auto. C'était le Mobile World Congress à Barcelone cette année. Pourquoi avoir fait ce choix? Alors, parce que ce sera un des premiers véhicules qui va introduire une nouvelle fonction du système Ford Sync qui s'appelle AppLink et qui permet également de commander vocalement les fonctions de votre smartphone. Et quoi de mieux que de profiter de l'auditoire du Mobile World Congress, qui est le salon du téléphone mobile et des applications pour les téléphones mobiles, pour présenter cette fonction particulière qui s'appelle AppLink. Ok, merci Fabrice, on va vous libérer. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Driss, à bientôt en studio. Oui, merci. Et puis Alexandre, je te laisse les clés du garage. Ouais. Merci Driss, à bientôt. Voilà, je vais maintenant me tourner vers Pierre-Dimitri Gorcotti, Uber France, l'homme qui a ringardisé les taxis à Paris. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors Uber, dites-nous un petit peu ce que c'est pour ceux qui ne savent pas encore. Alors Uber, c'est très simple, c'est une société américaine, une application mobile que vous pouvez télécharger sur un iPhone, sur un Android, qui vous permet de commander un chauffeur privé en 2 clics depuis votre téléphone. On est à Paris un peu plus d'1 an. Concrètement, vous avez une carte qui vous permet de voir des voitures autour de vous. Vous commandez, vous avez un paiement dématérialisé et une expérience qui se différencie du taxi parce que plus haut de gamme. Alors, ça marche à Paris, ça marche où ailleurs? Ça marche en une trentaine de villes dans le monde. Ça marche à peu près partout aux États-Unis. Ça marche en Europe, à Londres, à Amsterdam, à Stockholm, en Allemagne, en Italie et à Singapour. Aujourd'hui, on ouvre à peu près, pour vous donner une idée, une nouvelle ville tous les 15 jours. D'accord. Voilà, Et en France, il n'y a que Paris ou il y a d'autres villes? Alors en France, on est à Lyon depuis un mois et demi et on est allé à Cannes pendant toute la durée du festival, qui était a priori une opération simplement courte sur place, mais qui pourrait potentiellement se prolonger.
D'accord. Vous nous avez dit que les voitures étaient haut de gamme. Qu'est-ce que c'est comme type de véhicule quand on commande un Uber? Alors, ce sont sur notre offre de base, et je pourrais vous parler ensuite de ce qu'on fait à côté. Sur notre offre de base, ce sont des véhicules type Mercedes, classe E, classe S, BMW, etc. C'est ce qu'on appelle historiquement à Paris le créneau de la grande remise. Et donc, c'est ces véhicules que vous avez l'habitude souvent de voir au pied des palaces parisiens et qui fonctionnent sur le mécanisme de la réservation à l'avance. D'accord. Alors, vous avez récemment mené une opération assez étonnante avec un constructeur américain de véhicules électriques qui s'appelle Tesla. Expliquez-nous un petit peu ce que vous avez fait. Alors Tesla, effectivement, c'est une société américaine qui s'est spécialisée dans les véhicules électriques et qui a sorti ou qui prévoit de sortir très très bientôt un modèle qui s'appelle la Tesla S, qui est la première berline sportive électrique. Oui, on la voit à l'image actuellement. Ouais. Voilà, vous la voyez à l'image. Jusqu'à présent, les véhicules électriques, c'est souvent des véhicules très très citadins et petits. Et ce constructeur voulait montrer qu'il était possible d'allier plaisir de conduite et écologie et électrique. Et donc nous, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on s'est associé à ce constructeur pour faire découvrir sa voiture auprès des utilisateurs Uber, et on l'a rendu disponible sur la flotte au même titre que les berlines classiques, c'est-à-dire que vous ouvriez l'application, vous aviez le choix entre commander la berline habituelle ou commander, et c'était un essai gratuit, une Tesla. Et donc les c'était entièrement pris à charge et alors, malheureusement beaucoup de Parisiens n'ont pas pu en profiter parce qu'il y avait, comme vous en doutez, beaucoup de demandes, mais pendant 3 jours on a conservé la voiture sur la flotte exclusivement dédiée aux utilisateurs de l'application. D'accord. Alors, pour Uber, qu'est-ce que vous avez gagné? Ça vous en tirez quel bilan après ces 3 jours? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a, je dirais, un positionnement d'image qui est très proche entre les acheteurs potentiels à la marque Tesla et les utilisateurs de l'application Uber. Donc, nous, on cherchait également à faire connaître notre application auprès de tout un tas de personnes qui ne connaissaient pas Uber. Et donc Tesla a communiqué au même titre que nous auprès de leur base de clientèle et de leurs contacts en leur suggérant de télécharger et d'essayer l'application Uber pour tester la voiture. Et puis d'autre part, je crois que c'était également une volonté pour nous d'essayer de se projeter un petit peu en avant et de se dire, tiens, à quoi pourrait ressembler le service dans X nombre d'années. Parce que très clairement, on pense quand même que l'électrique est très certainement l'avenir, d'autant plus que des services comme Uber sont exclusivement citadins, où les voitures sont souvent amenées à être arrêtées dans des parkings fixes quelques heures par jour, correspondent très très bien au modèle électrique. D'accord, vous n'avez pas connu de problème d'autonomie avec les Tesla Model S pendant ces 3 jours? Il n'y a pas eu de souci, de besoin de recharger en cours de journée? Non, ça c'était assez remarquable. Une autonomie de 500 km, donc ce qu'on nous avait indiqué chez Tesla, qui n'a pas du tout déçu parce que les véhicules ont tourné à peu près 160 km par jour, l'ordre de grandeur, les 3 jours, et il n'y a eu aucun problème. Donc la recharge a lieu le soir, pendant la nuit, et puis nous reprenions le matin à 9h du matin. D'accord, donc est-ce qu'on peut imaginer dans un avenir plus ou moins proche avoir des Tesla dans la flotte Uber? Ouais, je pense que c'est quelque chose vers lequel on aimerait se diriger. Il y a évidemment une question de coût, de rentabilité, c'est le genre de choses qu'on regarde aujourd'hui, mais très certainement après ce test, on a des tas de partenaires Uber qui nous ont dit tiens, c'est intéressant la Tesla, combien est-ce qu'elle coûte, combien coûtent les recharges, comment ça s'organise, est-ce que c'est rentable? Et donc très rapidement, si c'est un modèle qui peut s'amener rentable, et ce qui le deviendra mécaniquement avec le volume, c'est probablement vers là où on tendra, oui. Aujourd'hui, pour nous donner un ordre d'idée, Uber, à Paris, c'est une flotte de combien de véhicules? Alors à Paris, on est partenaire de plusieurs centaines de sociétés de transport. Il faut juste préciser que ce ne sont pas nos véhicules, ce ne sont pas nos chauffeurs, mais c'est bien des prestataires qui ont une activité de transport privé. Donc on en a plusieurs centaines de partenaires qui décident de servir les utilisateurs de l'application Uber dans les périodes creuses de leur activité. On fait, pour vous donner une idée, plusieurs dizaines de milliers de contrats par mois aujourd'hui à Paris. D'accord. Alors, il y a une chose que j'ai dit tout à l'heure qui est peut-être pas tout à fait juste. J'ai dit Uber va ringuer disait le taxi, mais alors j'ai cru comprendre dernièrement que, au contraire, vous étiez tourné vers les taxis classiques. Ouais, alors c'est vrai. Ce qui s'est passé, c'est que Uber, on se dit avant tout comme, je dirais, une plateforme de technologie et de mise en relation, et on s'est rendu compte qu'il y avait un marché également de gens qui valorisaient la facilité de paiement, le paiement électronique, etc., mais qui n'étaient pas prêts à payer ces quelques euros de plus
un service. Et donc, on s'est dit, tiens, finalement, est-ce qu'on n'a pas une offre plus abordable à leur proposer? Et ce qui est naturellement à nous, et c'est dans ces cas-là, une offre de taxi. Et d'autre part, on avait eu également beaucoup de demandes de la part de chauffeurs de taxi qui cherchaient une solution plus flexible que les radios très traditionnelles et très lourdes qu'ils ont aujourd'hui, et donc qui nous ont encouragés à développer une solution taxi qu'on développait déjà dans certaines villes américaines. D'accord. Alors, Uber, bon, on va dire que en règle générale, ça marche plutôt bien. Par contre, on voit, puisque c'est un service qui est très basé sur les réseaux sociaux, on voit remonter régulièrement des petites plaintes de gens qui n'ont pas eu leur voiture à temps, qui l'ont attendu trop longtemps, qui n'ont pas pu en commander. Comment est-ce que vous comptez répondre à ça? Alors ça, faut savoir que c'est quelque chose qui nous tient extrêmement à cœur et qui fait partie de la philosophie et de l'ADN de Uber, c'est le service client. Et vous pouvez faire l'essai. On répond à chacun des clients, que ça soit un tweet, que ça soit un email, que ça soit un message dans l'application. On répond à chacun des clients sous quelques heures et en général dans la journée. Donc c'est quelque chose qui est vraiment clé dans notre philosophie et qui a permis le bouche à oreille qu'on a connu. On est tout à fait conscient que toutes les courses ne sont pas parfaites et vous aurez toujours un chauffeur coincé dans les bouchons ou qui fait un détour, etc. Et nous, notre métier, c'est de s'assurer que d'une part, il y en a le moins possible et d'autre part, on répare les préjudices commis et donc on va ajuster systématiquement les courses qui auraient pris des détours, etc. Ça veut ajuster les courses, ça veut dire quoi? Alors, ce que ça veut dire, faire un bon d'achat? Très concrètement, vous faites une course, vous recevez la facture détaillée après la course et vous allez voir l'itinéraire emprunté par votre chauffeur. Et puis, si vous nous dites, tiens, regardez l'itinéraire, c'est pas normal, pourquoi est-ce qu'on est passé par tel endroit qui fait un détour notable? Nous, on est capable de réestimer le prix de la course et refacturer ou plutôt recréditer votre carte bleue de la différence avec le prix théorique qui aurait été un prix acceptable. D'accord, alors je sais qu'on peut noter son chauffeur. C'est quoi la note moyenne des chauffeurs Uber aujourd'hui? La note moyenne, elle est bonne, heureusement. Elle est de l'ordre de 4,6 ou 4,7. Sur 5 Sur 5, exactement. C'est une composante qui est extrêmement importante parce qu'elle nous permet de garantir un service de qualité et surtout de continuer à améliorer la qualité du service. Et donc, c'est grâce à tous ces commentaires et toutes ces notes qu'on est capable de dire aux chauffeurs qui performent le moins bien les points sur lesquels ils doivent s'améliorer, ce à quoi ils doivent faire attention et de continuer ainsi à fournir un service le meilleur possible. Ok, merci Pierre-Dimitri. À bientôt Merci. en Tesla peut-être. Ouais, espérons, merci. À bientôt. Voilà, on passe à l'essai de la semaine avec Kia. On disait des constructeurs coréens qu'ils étaient ringards, que leur voiture ne ressemblait à rien. Aujourd'hui, ils ont de plus en plus la cote et c'est carrément sans complexe que ces constructeurs s'attaquent au code des européennes. Après la fiabilité ces dernières années, aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est le design, comme on peut en juger avec la nouvelle Kia Proceed. Alors la Ceed, qu'est-ce que c'est? C'est une berline compacte qui est à Kia ce que la Golf est à Volkswagen. Elle se décline aujourd'hui en 3 portes qu'on peut presque qualifier de coupées. Parce que Kia ne s'est simplement pas contenté de retirer les portes arrière, comme beaucoup le font, mais a entièrement redessiné la voiture. Le dessin athlétique qu'on doit aux équipes du designer français Grégory Guillaume est radicalement différent de celui de la berline, on peut en juger sur les images. Alors la différence est vraiment moins flagrante à l'intérieur pour le coup, puisque là le poste de pilotage est complètement identique à celui de la berline, avec une présentation sobre, des ajustages corrects, une finition de bonne facture. Là on est dans le code des Allemandes plutôt, on est dans des tons sombres, voilà, il n'y a pas beaucoup de fantaisie, mais par contre on a un équipement technologique qui est riche dès le premier niveau de finition, donc la liste devient pléthorique dès qu'on monte en gamme, vous en doutez. Il y a une petite nouveauté aussi qui est pour le coup intéressante et que Kia est le seul à faire aujourd'hui, c'est une mise à jour gratuite du GPS qui est assurée pendant 7 ans, donc la même durée que la garantie de la voiture. Alors vous allez me dire, ok, l'intérieur c'est bien, la ligne c'est bien, sur la route c'est comment? Eh bien sur la route, la Proceed, elle se présente plutôt pas mal, c'est un compromis maîtrisé entre la douceur, la fermeté. On a une direction précise qui peut être adoucie ou raffermie en fonction du mode de conduite ou de l'endroit où on se trouve. Et au niveau des moteurs, on a le choix entre essence ou diesel. Alors, un bloc essence de 1,6 litre 2 cylindrés qui développe 135 chevaux, qui peut être accouplé à une boîte classique ou à une boîte robotisée à double embrayage.
Un diesel 228 chevaux qui se contente pour le moment d'une boîte mécanique classique. Et alors là-dedans, lequel choisir? Eh ben, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu là où va votre cœur, hein. C'est une question de goût. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que entre les deux, la voiture qui offre certes un comportement dynamique n'est pas du tout une sportive, hein. Sur l'essence, le couple est bien trop faible pour garantir des reprises musclées, comme on pourrait attendre d'une sportive. Et sur les deux moteurs, les rapports de boîte sont longs. Alors ça, c'est pour favoriser l'économie. Alors, on peut dire que ça marche, hein, l'économie, puisque les résultats sont là. La CID va afficher des consommations très raisonnables pour la catégorie. 6 litres 1 en essence, 4 litres 3 en diesel. Donc on est dans la bonne fourchette de la catégorie. Maintenant, reste évidemment la question cruciale du prix. Et là, c'est plutôt une bonne surprise, hein, puisque on s'échelonne de 21 440 € pour être précis à 25 940. On est dans des prix qui, à motorisation équivalente, on l'a placé légèrement en dessous de sa rivale chez Opel, l'Astra GTC, et carrément 3 000 € moins cher qu'une Mégane. Donc là, on a vraiment le droit de réfléchir. Alors, on a parlé de coupé, on a parlé de sport. Si on cherche une Kia sportive coupée, c'est pour bientôt. La Proceed toujours, qui va se décliner en version GT, 204 chevaux. Ça arrive dans les semaines qui viennent et on attend ça avec impatience. Voilà, il va être temps de refermer ce premier numéro du garage. Il me reste à remercier Driss, qui n'est pas à mes côtés, mais qui sera là la prochaine fois, je l'espère. Fabrice Devanlay, Ford France, qui était à l'OEAC avec lui. Pierre Dimitri, chez Uber, qu'on retrouvera sans doute bientôt dans l'émission. Le garage, c'est fini pour aujourd'hui. Le temps de refaire le plein. On se retrouvera d'ici une quinzaine de jours, à 11h le mercredi. Vous pouvez nous suivre également sur les réseaux sociaux, @legaragewatch sur Twitter. À très bientôt. Merci. Au revoir.